Bonjour à tous. Écoutez, en attendant que Nadège arrive, on va laisser la parole à Fabien Tastet pour la présentation de ces webinaires. Je laisse la parole à Fabien. Bonne introduction, Fabien Tastet. Merci, mon cher Philippe, et à nouveau, beaucoup de plaisir à te retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Je salue Madame la maire adjointe, Guénola Rabier, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Je salue tous nos intervenants, nos partenaires. J'ai vu Cécile Dulas, j'ai vu notre ami Nicolas Rougeau, j'ai vu Claire Sorrentini qui était là. Je salue aussi ma prédécesseur, Marie-Francine François. Je crois qu'elle est parmi les participants. Et puis, je vous salue, vous tous participants, adhérents de notre association. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Je ne vais pas, Philippe, je te rassure, être très long. Je voulais vous dire à toutes et tous un mot d'amitié avant que vous engagiez cette séance de travail. C'est vrai que j'ai souvent le plaisir de vous dire des mots d'amitié en ce moment, puisqu'on a une activité vraiment très importante de webinaires, de séances de montée en compétences, de séances de formation. Et c'est ce qu'on souhaite faire, hein. Ça fait partie de notre offre de service aux adhérents. Notre objectif est de vous faire monter en compétences sur Vous entendez, on a perdu la sujets qui connexion. sont importants pour votre travail quotidien, sur notre réussite. C'est vrai que vous m'entendez bien, Philippe? Ça y est, ça va mieux. Il y avait une petite coupure, mais ça y est, on t'a retrouvé. C'est parfait. Eh oui, je suis en mobilité, alors D'accord. c'est pas forcément facile. J'essaie de faire attention et n'hésitez pas à me couper si vous m'entendez pas, mais vous verrez, je serai pas trop long. Et je disais que le fait que finalement on soit dans une période où le présentiel est difficile, le fait que la ATF, avec beaucoup d'agilité, a très vite basculé dans un fonctionnement numérique, et bien finalement nous permet de démultiplier ces initiatives de formation et de montée en compétences des adhérents. Et on en est vraiment ravis. En quelques semaines, on a pu délivrer à nos adhérents des formations sur la réputation digitale, sur évidemment, c'est important dans la période, les sujets financiers avec notamment notre partenaire FCL. La semaine dernière, nous avons engagé un cycle de travail avec les collègues intéressés sur l'épuisement professionnel, qui doit évidemment pas être un sujet tabou. Nous avions d'ailleurs déjà commencé à travailler sur les sujets de transition écologique avec un premier atelier autour des circuits courts et de l'achat durable qui était animé par notre collègue membre du bureau, Naïma Medjani. Voilà. Et puis demain, je crois, pour ne rien oublier, nous aurons une séance de travail offerte à nos adhérents sur la retraite, parce qu'il faut bien que toutes et tous nous y pensions à un moment et les choses se préparent. Donc je suis vraiment ravi de cette intensification de nos actions de formation et de montée en compétences pour les collègues. Et évidemment, ces séances de montée en compétences n'ont de sens que lorsqu'elles sont connectées aux enjeux du moment, aux enjeux de société et aux enjeux finalement qui nourrissent notre employabilité. Et vous voyez évidemment tout de suite où je veux en venir. Pourquoi nous positionner sur un cycle de travail sur la transition écologique? Eh bien, évidemment parce que nos élus, nos recruteurs mettent ce sujet au cœur de leur mandat, le feront de plus en plus. Et donc, ils ont besoin de pouvoir mesurer que les administratrices territoriales, les administrateurs territoriaux, les hauts fonctionnaires territoriaux que nous sommes, sont en pointe sur ces sujets pour les assister au mieux, pour les accompagner au mieux. Donc, travailler ce sujet de la transition écologique, c'est évidemment majorer notre employabilité, majorer notre utilité auprès de nos élus et au service de l'intérêt général. Et c'est pour laquelle on va déployer avec Nadège, qui nous a rejoint, je crois, et qui va piloter cette affaire pour le Bureau national de l'ATF. Eh bien, on va développer ces rencontres, ces rendez-vous de l'ATF à la transition écologique qui se dérouleront sur plusieurs séquences, dont celle-là aujourd'hui, celle-ci, celle que nous ouvrons, mon cher Philippe, et que tu vas animer. Voilà, chers amis, en vous souhaitant de bien profiter de cette séance qu'on est heureux de vous offrir, de pouvoir organiser ce matin. Je vous renouvelle à toutes et tous mes voeux de bonne année. Allez, je
je déroge à la règle. On n'est plus en janvier, mais vraiment dans le contexte où nous sommes, je ne voulais pas me priver de vous adresser mes bons voeux en espérant que cette année soit meilleure évidemment que celle qui s'est écoulée. Et je vous souhaite une bonne matinée de travail et je vous passe le relais à toi, Philippe, et à Nadège, je crois, qui nous a rejoint, qui va animer au nom du bureau avec toi cette séance de travail. Bonne séance de travail à toutes et tous. Merci beaucoup. Bonjour Fabien, bonjour Philippe, Bonjour. bonjour chers collègues et bienvenue à ce premier rendez-vous de la transition écologique organisé par l'AATF. Alors transition, c'est une évolution qui peut être une progression ou une régression, mais la transition s'inscrit dans la durée et nous sommes déjà en transition écologique depuis des années et nous le serons certainement encore longtemps. Le ministère dédié portait le nom ministère de la transition écologique et solidaire en 2017 et il se nomme à présent ministère de la transition écologique. Son relais est l'ADEME, comme agence de la transition écologique. Quoi qu'il en soit, la transition écologique est à la fois économique et sociétale. Les objectifs de la transition écologique sont encore plus en période de crise à combiner avec un impératif de justice sociale et territoriale. La crise sanitaire a renforcé l'impératif de résilience des territoires et la crise induit l'accélération de la transition. La transition écologique est un enjeu majeur du plan de relance. Alors, on la voit dans France Relance, avec 30 milliards d'euros dédiés au financement de la transition écologique, avec un objectif également de neutralité carbone en 2050, objectif prioritaire aux côtés de la compétitivité et de la cohésion. On la voit également à travers le Green Deal européen, avec 37% du plan de relance européen dédié aux investissements verts, soit 250 milliards d'euros sur 3 ans. La transition écologique modifie nos paysages. Donc, on voit toutes les éoliennes qui fleurissent dans nos ruralités. On voit les bornes de recharge qui se multiplient dans nos espaces publics urbains. Les enjeux sont multiples et donc les différents ateliers qui vous seront proposés, celui-ci est le premier, ont vocation à appréhender les multiples facettes de la transition écologique. Alors peut-être effectivement, en premier lieu, la transition énergétique et le climat, avec des combustibles fossiles qui représentent encore 80% de la consommation énergétique mondiale, des zones à faible émission qui commencent à fleurir dans quelques métropoles sous la contrainte, une contrainte qui est juridique, et donc ces zones à circulation restreinte. L'enjeu également de stocker l'énergie issue des renouvelables, l'enjeu de produire un hydrogène vert, et puis des choix qui restent technologiques, économiques, mais également des choix de société que nous avons à faire au quotidien en matière de géothermie, de nucléaire, d'éolien, de récupération de chaleur fatale. La transition écologique s'exprime également à travers le logement, l'aménagement, avec des enjeux forts, donc réitérés de sobriété et d'efficacité énergétique, de lutte également contre la précarité énergétique, puisqu'il ne faut pas oublier la situation des personnes les plus défavorisées, et puis la lutte également contre l'artificialisation des sols, avec le zéro artificialisation nette, donc introduit dans nos documents d'urbanisme. L'économie circulaire et la valorisation des déchets participent également de cette ambition, avec donc une loi, la loi du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui fixe des objectifs très ambitieux. Et la transition écologique se décline également à travers la mobilité durable, alors véhicules électriques, développement de la micromobilité qui concerne également les collectivités. Elle s'exprime enfin en termes de résilience des territoires. Résilience à la sécheresse, avec un enjeu de résorption des îlots de chaleur dont nous allons parler, mais également résilience aux inondations, dont la recrudescence témoigne du dérèglement climatique. Alors, sur les territoires qui la mettent en œuvre, la transition écologique va souvent de pair avec transition numérique. Et là, et on peut citer quelques territoires intelligents, entre guillemets, donc à l'image d'Angers, de Dijon, qui ont mis en œuvre des marchés de grande ampleur pour favoriser donc ce passage à la ville connectée. Voilà, pour terminer ce survol, peut-être juste une note d'actualité, parce que nous sommes actuellement en train de configurer les contrats de relance et de transition écologique, que nous connaissons sous l'acronyme CRTE. Alors, ce sont des contrats enveloppes assortis de protocoles financiers annuels qui ont une portée concrète, et l'idée, c'est vraiment d'orienter les investissements de relance vers la transition écologique. Alors, nos participants participent de cette dynamique, nos intervenants, et leurs idées vont certainement nous aider à nourrir ces contrats de relance et de transition écologique. Voilà, l'idée, c'est de disposer de clés très concrètes pour nos quotidiens. Gwenola Rabier, vous êtes maire adjointe à la transition écologique et à la biodiversité urbaine à la ville de Montrouge.
Vous êtes également conseillère territoriale Valais Sud Grand Paris. Et en parallèle, vous exercez les responsabilités de développement durable à l'AMF. Oui. Voilà. En quelques mots, que pouvez-vous nous dire de votre engagement pour la transition écologique dans le contexte actuel? Quels sont les sujets qui vous semblent prioritaires et les plus prégnants? Alors, mon engagement, il est dans mon territoire, mais il est forcément indissocié. Non, il ne peut pas être dissocié de mon métier, parce que ça fait 20 ans que je m'occupe d'environnement pour les maires de France. Et une grosse dizaine d'années que je suis responsable de la mise en œuvre du développement durable, en tout cas de conseiller et d'apporter des informations aux maires. Et donc, depuis que je suis élue, c'est mon deuxième mandat, mais c'est mon premier mandat en tant que maire adjointe, j'essaye de mettre en pratique un peu toute la théorie que j'ai accumulée pendant ces années. Et je dois dire que c'est passionnant et c'est très complexe. Et c'est surtout, ça m'a permis de me rendre compte de la grande divergence qu'il peut y avoir entre ce que font les territoires et ce que pense l'État. Qu'il devrait faire. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que l'engagement des collectivités et l'engagement des élus en matière de transition écologique, de toute façon, il est absolument indispensable. Il ne se passera jamais rien de très durable dans le pays si les collectivités ne s'y mettent pas fortement, parce que c'est là que les compétences opérationnelles se trouvent. Donc, c'est bien là qu'on met en œuvre. Et en même temps, il faudrait que l'État se place dans une position de facilitateur un peu plus annoncée et un peu plus réelle que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est en premier lieu. Est-ce que vous voulez que je vous donne ma vision de ce que ça veut dire la transition écologique pour notre ville à nous, ou vous voulez qu'on attende un petit peu? Dites-moi. Peut-être juste en quelques mots, et puis ça Ouais. fera l'objet ensuite du débat que nous D'accord. mènerons Alors, dans un deuxième temps. D'accord. Je crois que le sujet principal, c'est que chacun n'oublie pas à quel endroit il se situe et quel est son rôle, en fait. Et les élus locaux, leur rôle, c'est avant tout de répondre aux besoins de leur territoire et des habitants et du tissu économique local. Donc, leur rôle, il est dans la résilience, mais il est aussi dans le quotidien. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, la transition écologique, il faut qu'elle s'intègre là-dedans. Le premier sujet, c'est un peu bateau, c'est vraiment de faire un diagnostic précis de quels sont les enjeux de son propre territoire. Nous, à Montrouge, on a un territoire particulier parce qu'on a 50 000 habitants répartis sur 2 km². Donc, on est la 4e ville la plus dense de France. On est aux portes de Paris. On a un foncier qui du coup, a une valeur assez importante. Et donc, du fait de notre densité, du fait qu'on a assez peu d'espaces verts et assez peu d'espaces non imperméabilisés, on subit de plein fouet les vagues de chaleur depuis quelques années, et ça rend notre ville plutôt peu plaisante à vivre à ces moments-là. Donc, le premier enjeu, c'est probablement pour nous, de veiller à cette adaptation au changement climatique et d'être assez rapide dans les moyens qu'on met en œuvre pour absorber ces variations de… Excusez-moi, j'avais un double appel. Pour absorber ces variations de température et ces effets qui sont démultipliés en fait dans notre ville. Donc, pour nous, la transition écologique, à ce stade de notre engagement et de notre action, la plus rapide, c'est de foncer vers une végétalisation vraiment forte pour tempérer notre ville et permettre de se réinstaller dans la nature et pour bénéficier de ces bienfaits. Voilà. Merci beaucoup, Gwenola. On a bien compris cet enjeu qui concerne surtout une ville très dense, mais que beaucoup de villes partagent par ailleurs. Et un petit message également, peut-être, d'un dialogue à organiser avec l'État dans un contexte où tout le monde déchiffre un petit peu, en l'occurrence, défriche un peu. Voilà, une vision complémentaire avec notre deuxième intervenant, Stéphane Cordobès. Alors Stéphane, vous avez dirigé l'activité prospective de la DATAR, puis du CGET. Vous avez, entre autres, piloté le programme Territoire 2040 et vous exercez aujourd'hui les fonctions de conseiller à l'ANCT, la fameuse Agence nationale de cohésion des territoires.
Vous êtes également chercheur associé à l'école urbaine de Lyon. Et vos travaux portent sur la prospective, qui semble être le fil conducteur de votre parcours, les territoires, la bifurcation écologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bonjour à tous, merci de l'invitation pour participer à cet échange. Écoutez, comme la précédente intervenante, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les territoires sur les questions de prospective et de transition. À ce titre, vous avez parfaitement rappelé mon parcours. Aujourd'hui, à la NCT, j'accompagne des territoires qui se posent des questions sur la manière de mettre en œuvre cette transition, c'est-à-dire plutôt en phase amont. Comment on travaille pour construire un projet de territoire ou un projet de transition dans un territoire ou un projet de résilience d'un territoire. Donc, c'est ma première... Je dirais que c'est ma première casquette et à ce titre, je le dis pour ceux qui pourraient être intéressés, la NCT qui développe une offre sur mesure et gratuite me met à disposition de collectivités qui peuvent être intéressées pour un accompagnement ou une formation sur ces sujets. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est peut-être celui qui vous intéressera le plus par rapport à nos échanges d'aujourd'hui, c'est que je travaille sur une dimension de la transition écologique qui est peut-être un petit peu moins technophile ou un petit peu moins administrative que l'on en a parlé jusqu'à présent, puisqu'en fait, dans le cadre de l'école urbaine, on travaille plus spécifiquement sur ce que l'on appelle l'anthropocène. Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir si cela vous intéresse, mais pour faire simple, je dirais que c'est aussi penser une transition écologique qui est sans doute beaucoup plus radicale que ce qu'aujourd'hui on pense à travers les outils qui sont portés par l'État ou par les collectivités. Et j'insiste juste peut-être sur une dimension pour compléter ce que vous avez dit, c'est que cette transition dans les territoires, elle sera assurément technique, scientifique, politique, mais l'hypothèse que l'on formule, c'est qu'elle sera aussi démocratique et surtout culturelle. L'anthropocène, en fait, au-delà d'être un changement d'époque géologique, comme les scientifiques l'indiquent, on pose l'hypothèse que ce sera aussi un changement de monde et que ce monde qui succédera au monde moderne, pour reprendre les mots de Bruno Latour, il va falloir l'inventer, il va falloir l'édifier, en particulier en construisant des territoires sans doute autrement. Je pense que cela mérite vraiment que l'on en parle, puisque la notion d'anthropocène, oui, est une notion intéressante, tout à fait en lien avec la thématique de cet atelier. Franck Vallée-Rugaud, vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Vous avez fait l'ESSEC, et vous avez un doctorat d'urbanisme et d'aménagement de l'Université de Paris 1 la Sorbonne. Vous êtes actuellement professeur à l'ESSEC, dont vous dirigez la chaire d'économie urbaine, très en lien également avec notre thématique du jour. Vos travaux portent essentiellement sur la dynamique des villes et le marketing territorial. Vous dirigez aux éditions de l'Aube la collection Villes et territoires. Franck, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous percevez la transition écologique et dont vous conduisez cet engagement au quotidien? Très bien, d'abord, merci beaucoup de votre invitation. J'espère que mon réseau sera à la hauteur de nos enjeux. Je suis actuellement au Maroc et donc j'ai quelques petites difficultés de connexion. Enfin, j'espère que cela tiendra. Oui, rapidement, le fait qu'on s'intéresse à ces sujets dans une école de commerce comme l'ESSEC peut paraître assez étonnant. En réalité, la question de l'évolution de la dynamique des territoires est étroitement liée à la question du comportement des acteurs économiques, au premier rang desquels les entreprises, mais également les ménages dans précisément la production de valeur dans les territoires. Et donc, c'est à ce titre-là, en fait, que j'interviens aujourd'hui, beaucoup plus qu'en tant qu'ingénieur chimie. Je vous remercie d'avoir rappelé cette vieille lune. J'avais presque oublié que je l'étais. En réalité, ça fait tellement longtemps. Et donc, je n'interviendrai pas d'un point de vue technique sur les questions de transition purement écologique. Je pense que vous êtes plus spécialiste que je ne le suis, mais plus généralement, pour moi, la question le terme même de transition me paraît important, c'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui si nous sommes en révolution. Vous savez, l'histoire des villes est dictée par des cycles au cours desquels les acteurs économiques
vont avoir un rapport au territoire dans leur choix de localisation, dans leur comportement vis-à-vis de ces territoires, qui va déterminer en fait la dynamique et la croissance ou le déclin de ces territoires. Et nous sommes rentrés il y a une vingtaine d'années dans un nouveau cycle que l'on qualifie de post-Fordiste, qui est lié à l'apparition des nouvelles technologies d'information et de communication. Certains aujourd'hui considèrent que la transition écologique constitue le démarrage d'un nouveau cycle. Moi, personnellement, j'en sais rien. J'observe la transition avec son degré d'incertitude. C'est plutôt cela qui m'intéresse. Et dès lors qu'on est en incertitude, il faut éviter d'avoir des comportements trop déterministes et croire que l'on a des solutions toutes faites. Et de ce point de vue, je trouve que la terminologie consiste à considérer que la fin justifie les moyens en la matière. Vous savez, ça a toujours été l'argument de tous les totalitarismes, globalement. Et d'ailleurs, nous le vivons actuellement, puisque quelque part, je trouve que le quoi qu'il en coûte est une forme de traduction de la fin justifie les moyens, que je trouve extrêmement inquiétant personnellement d'un point de vue sociétal. Moi, je préfère dire que les moyens déterminent la fin, en l'occurrence, et donc il faut se doter de moyens. Et ces moyens, vous parliez de marketing territorial tout à l'heure, ces moyens relèvent de la conduite de l'action en matière de transition écologique. Alors j'en parlerai bien entendu si vous voulez bien, mais tout à l'heure, mais je voulais d'abord insister sur l'idée même de transition, cette idée d'incertitude et de moyens à mettre en œuvre pour effectivement réaliser une fin et pas le contraire. Merci à chacun pour vos interventions. Alors, ce qu'on propose à présent, c'est d'orienter avec Philippe donc le débat autour des enjeux de transition écologique. Et puis certainement, Philippe, de vous poser donc une première question à débattre. Si nos intervenants, d'ailleurs, si nos participants souhaitent intervenir, ils ont tout le loisir de le faire. Donc n'hésitez pas, nous lisons à la fois vos commentaires, vos questionnements. Certains sont encore en cours de connexion. Voilà. Eh bien, écoutez, quel est peut-être pour vous, quel serait votre conseil pour l'élaboration de ces fameux CRTE qui nous préoccupent? Voilà. Comment… Oui, Philippe. Ça a coupé quelques secondes, s'il vous plaît, reformuler. Peut-être juste une première question. Voilà, alors avec Philippe, on va effectivement guider un petit peu le débat, mais une première question pour revenir sur une actualité qui est une actualité brûlante pour plusieurs d'entre nous. Comment nourrir au mieux nos contrats de relance et de transition écologique? Comment percevez-vous, donc chacun de vous, là, le lien entre transition écologique et puis relance? Comment orienter au mieux nos investissements en cette période? Peut-être Gwenella sur le sujet? Alors, là, je ne peux pas avoir que ma vision d'élu, j'ai forcément ma vision d'AMF, excusez-moi par avance, mais les contrats de relance pour la transition écologique, nous, on considère que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, au moment du Grenelle de l'environnement, nous avions rédigé avec quelques parlementaires un chapitre entier qui parlait et qui posait le principe d'une contractualisation pour atteindre les objectifs de développement durable, qui n'étaient pas les ODD à l'époque, mais qui étaient les objectifs de transition écologique et les finalités du développement durable, ce qu'on appelait à l'époque les finalités. Et ce chapitre n'a jamais été, il a été voté dans la loi Grenelle 1, et il n'a jamais été mis en œuvre. Donc, on est assez heureux de voir cette démarche aboutir. Mais en fait, il faudrait être sûr que ces contrats sont bien des contrats d'accompagnement des projets des territoires. Et donc, moi, mon point d'alerte, c'est que ce soit bien un projet de territoire qui soit à l'amorce d'un contrat et pas juste la déclinaison d'objectifs nationaux. Parce qu'il faut vraiment accompagner le territoire, il faut qu'il y ait un projet local. Et le deuxième sujet, c'est que la circulaire prévoit que les CRTE sont signés uniquement avec les intercos, en tout cas à l'échelle intercommunale. Mais les compétences opérationnelles, elles ne sont pas uniquement intercommunales, elles sont aussi communales. Et donc, c'est ça qui va être difficile, je pense, dans les territoires. En tout cas, d'après les remontées qu'on a, nous, à l'AMF, c'est ça qui est compliqué, c'est de faire en sorte que les projets qui sont portés par l'interco ne se limitent pas aux compétences de l'interco et qu'il intègre bien aussi des projets communaux. Voilà. Alors, sur les CRTE,
je pense qu'il faut qu'il y ait de la simplicité dans la manière d'aborder le sujet et aussi dans la façon dont les projets sont retranscrits pour que ça prenne vraiment dans les territoires. Parce que pour l'instant, les intercommunalités, elles sont un petit peu inquiètes par rapport à la manière de rédiger et de préparer ces CRT. Il ne faut pas que ce soit trop techno, quoi. Voilà. Alors Mais c'est effectivement, compliqué. tout dépend, oui, les travaux sont complexes, mais tout dépend du degré d'intégration de l'intercommunalité. Effectivement, hein. Parce que si l'intercommunalité est très intégrée, effectivement, elle sera davantage légitime à conclure le CRTE. Très bien. Alors peut-être une vision qui ne peut être que complémentaire de la NCT sur le sujet, avec Stéphane. Alors, je ne parle pas au nom de la NCT, hein, quand je m'exprime, je parle plus en tant que chercheur sur ces questions de transition. Donc, je précise. Je souscris à nouveau au propos précédent. Le CRTE est à la fois un véhicule et une manière d'accéder à des ressources. La question de la compatibilité entre, d'une part, la relance et d'autre part, la transition est évidemment à questionner. On sait très bien que dans le cadre de la relance, ce qui va être important, c'est la capacité d'engager très rapidement des finances autour de projets pour contribuer à la relance économique. Cette tentation-là pourrait, et ça fait débat, pourrait être tout à fait contradictoire avec des projets qui sont des projets de transition. Donc, si je devais donner un conseil, le premier conseil à donner, c'est effectivement de choisir, de mettre en œuvre des actions qui sont bien des actions en faveur de la transition et pas uniquement au service de la relance économique. Première chose, ça veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes temporalités, on n'est pas sur les mêmes types de projets, etc., etc. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de la relance, mais très clairement, l'objectif n'est pas le même. Deuxième chose, le contrat n'est qu'un véhicule. Quelque part, c'est une manière opportune d'obtenir des financements. Si par ailleurs, ça ne s'inscrit pas dans un projet de transition, il est peu probable que les actions qui seront mises en œuvre soient pertinentes, ou en tout cas, si elles ne s'insèrent pas dans un projet plus vaste, plus intégré, il y a des chances que ces actions soient très insuffisantes ou ne soient pas particulièrement efficaces. Donc, attention à ce que l'opportunité du CRTE ne vienne pas remplacer une vraie dynamique territoriale autour de la transition, un vrai projet autour de la transition. Finalement, vous êtes d'accord tous les deux, c'est vraiment le CRTE qui doit s'appuyer sur un vrai projet de territoire. Hein. Voilà. Voilà. Bon, je pense que si on voulait chercher, je pense que c'est la question des échelles sur lequel on pourrait plus discuter. La transition écologique des territoires, en fait, est malheureusement pas calée sur nos échelles administratives. Et de fait, il me semble que, alors je comprends bien hein, les questions communes, interco, selon le niveau d'intégration, etc. Moi, si j'ajoutais une dimension, si on pouvait en plus imaginer des actions qui, par ailleurs, soient mises en œuvre de manière beaucoup plus interterritoriale, on ne s'en porterait pas plus mal. Voilà. Excusez-moi, mais je crois d'ailleurs, pardon, la question de se dire une collectivité, une commune ou une interco, même, mais surtout une commune, puisse être intégrée dans plusieurs CRTE, n'a pas été tranchée et moi me paraît très pertinente en fait, en fonction des sujets qui sont abordés. Mais ça pourrait être une solution intéressante. Il pourrait y avoir des CRTE à l'échelle des bassins aussi d'eau, par exemple, autour de la gestion de l'eau, par exemple. Oui, c'est sûr. Je crois que la maille… Ou en tout cas que des actions qui relèvent d'un enjeu commun puissent figurer dans plusieurs voilà. CRTE, à minima. Très bien, oui. Sur la question des échelles, au-delà de la question de la transition écologique, c'est une question beaucoup plus générale de politique publique. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, on a fait un petit travail en Île-de-France qui, si vous intéresse, je peux le mettre à votre disposition. Nous avons superposé la carte des bassins de vie. Alors, je suis d'accord sur le fait que la définition de ces bassins est un peu compliquée. Enfin, on a repris des éléments liés aux migrations alternantes domicile-travail, infra et urbaines, enfin, infra, aire d'attraction des villes aujourd'hui. Et puis, on les a superposés avec des bassins qui ont été calculés sur la base des enquêtes ménages. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a fait à l'échelle de l'agglomération
lyonnaise et à l'échelle du Grand Paris. Si vous superposez la carte des bassins de vie à peu près cohérents d'échanges et de consommation économique et sociale et la carte des intercommunalités, la corrélation est proche de zéro. C'est-à-dire qu'en réalité, les territoires aujourd'hui d'administration et de mise en œuvre de politique publique n'ont rien à voir avec les territoires réels de fonctionnement et de comportement des agents économiques, que ce soit des ménages ou des entreprises. Donc ça pose quand même un vrai souci au-delà de la contractualisation, hein, enfin, ou plutôt à la contractualisation qui est fondée précisément sur un rapport administratif. Ça, le constat est propre à Paris. Le constat est propre à la... Oui. Enfin, il est vrai à l'intérieur des grandes agglomérations comme l'aire urbaine parisienne, hein, bien évidemment, hein. Mais c'est vrai à une échelle plus réduite comme l'aire urbaine lyonnaise, à l'échelle de toutes les grandes agglomérations en fait aujourd'hui. Donc, alors, il n'est pas question non plus de remettre en question tout le découpage administratif, évidemment. Enfin, on a une réalité, on a des élus, on a des acteurs, des institutions, des organisations, il faut faire avec. Mais il faut quand même avoir à l'esprit cette idée-là, et qui en fait participe d'une logique plus large de gouvernance territoriale qui ne doit pas être fondée sur un optimum territorial, c'est-à-dire que vouloir créer une espèce de super intercommunalité qui va être capable de gérer toutes les questions est une pure vue de l'esprit. Et en cela, pardonnez-moi, mais la métropole du Grand Paris, dont j'espère qu'on va bientôt lui faire un sort, mon prochain bouquin est sur le sujet, je vous le donne en prime time. J'espère que cette métropole n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'elle n'est superposée ni sur une aire morphologique, ni sur l'aire urbaine, enfin sur rien, c'est juste une construction purement politicienne. J'espère qu'on va passer à une logique plutôt de gestion par projet, et pour moi un territoire, c'est la réponse à une question donnée. Et la question de la transition écologique est une multiplicité de questions qui doivent entraîner une multiplicité de territoires comment dirais-je, à dimension, à périmètre plastique et modifiable. Enfin, voilà, au-delà même de la question même purement des contrats actuellement posés. Après, ce que vous disiez, Stéphane, sur l'idée de la relance et de la transition, oui, je suis d'accord avec vous, encore que, enfin, si on reprend la définition même du développement durable à l'origine, du rapport originel, finalement, l'objectif d'une ville durable, même si c'est une traduction abominable de Sustainable City, c'est quand même d'aller vers une ville compétitive. Enfin, moi, je défends l'idée de la compétitivité territoriale à travers, effectivement, une vision parfaitement systémique à la fois des questions écologiques, numériques, sociétales, enfin, culturelles, vous le disiez vous-même. Enfin, il n'y a pas une question à poser en silo sur un territoire administratif déterminé de façon un peu trop réductrice. Voilà. Alors Franck, je trouve que le point de vue est très intéressant. Et alors on voit que vous fonctionnez en flux. Quelque part, vous ne partez pas d'une photographie figée du territoire tel qu'on peut l'observer. En l'occurrence, pour la métropole du Grand Paris, les limites administratives correspondent uniquement à la zone dense, indépendamment des flux de toute nature que l'on peut trouver sur ce territoire. Et même pas, mais effectivement, même pas. Si on est peu ou prou sur le périmètre de la zone dense, mais à quelques communes près, je vous le concède. Donc effectivement, on voit bien que tous les débats s'orientent autour de la gouvernance. Et je pense que c'est là vraiment un élément fondamental de la démarche de contrat de relance et de transition écologique. Et par ailleurs, on voit également la tension, à travers ce que vous dites, entre le court terme et le long terme, avec une injonction effectivement de répondre à l'urgence de la crise, et puis quelque part, la nécessité de travailler à plus long terme un projet de territoire. Donc, on a vraiment cette double dimension à penser et à intégrer. Alors, ce qui pourrait être intéressant, je pense, pour nous, praticiens des territoires, donc vraiment au cœur des problématiques territoriales, l'idée, alors peut-être nous éclairer sur les priorités en matière de transition écologique, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la transition écologique, c'est extrêmement vaste. On a vraiment plusieurs champs, de l'énergie à la biodiversité. Et qu'est-ce qui vous paraît prioritaire ? Voilà, s'il faut effectivement bâtir une feuille de route avec un montant d'investissement limité, parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment, qu'est-ce qui vous paraîtrait prioritaire d'engager ? Est-ce qu'on s'occupe de l'hydrogène ? Est-ce qu'on s'occupe de la méthanisation ? Est-ce qu'on s'occupe des trottinettes, des véhicules électriques ? Alors, si vous permettez, je vais prendre la parole d'abord parce que, en fait, je n'ai pas de réponse très technique et précise sur la question que vous me posez. J'ai une réponse méthodologique, en fait, à vous donner. En fait, je laisserai mes camarades répondre un peu plus sur la question technique.
Méthodologiquement, le travail que nous menons, nous, à l'ESSEC, c'est d'essayer de comprendre quels sont les leviers stratégiques de développement, c'est-à-dire quelles sont les variables dans les territoires sur lesquelles on peut agir. Alors après, je ne reviens pas sur la question du périmètre dans lequel on agit, je l'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut mener des politiques publiques ou publiques et privées, vous parlez de gouvernance, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, sur cette nécessité absolue de coopération entre les acteurs privés et les acteurs publics dans les territoires, mais quelles sont les variables sur lesquelles on peut agir et dont les élasticités, pour reprendre une grossièreté économique, va avoir un effet induit de croissance et donc de compétitivité en matière d'emploi, en matière de population, de croissance démographique, en matière de chômage, de stabilisation du chômage, en matière d'investissement direct étranger, en matière de valeur ajoutée, même si on ne sait pas la mesurer à un niveau territorial. C'est ça le mécanisme et la méthode que nous essayons de développer. Et nous avons montré, par les travaux que nous avons conduits, et d'ailleurs financés en partie par le CGET il y a quelques années, et ils sont d'ailleurs à votre disposition, CGET, sur le fait que la première valeur, la première variable qui est déterminante en termes de croissance, c'est la question de l'économie de la connaissance et du niveau de qualification des populations dans le territoire. Ça, c'est absolument évident, et c'est complètement lié, bien évidemment, à la question de la transition écologique, numérique, sociétale, etc. La deuxième, c'est la question des inactifs et des distorsions socio-spatiales. Le fait que vous ayez dans un territoire des poches de pauvreté constitue en fait un facteur de non-croissance. Ce qui n'est pas du tout un truisme, mais une évidence, qui entraîne en fait une moindre croissance territoriale. Et après, la question des services à la personne, c'est-à-dire tout ce qui relève effectivement de la culture, du sport, du sanitaire, du social, de l'éducatif, qui contribue à travers l'augmentation de la productivité des agents dans les entreprises à la croissance. Si on a bien ça en tête, à partir de là, la méthode consiste à se dire en quoi est-ce que la transition, c'est-à-dire les innovations numériques, sociétales, écologiques, apportées à ces différentes variables, va induire une croissance. Si je ne sais pas répondre à cette question, je ne sais pas répondre à votre question, en fait. Je n'ai pas envie de faire de la transition pour le principe, parce que c'est aujourd'hui nécessaire ou annoncé comme tel. La question qui va se poser, c'est en quoi est-ce que le fait de améliorer une offre de transport par une offre numérique, en quoi est-ce que mettre en place une économie circulaire, en quoi est-ce que mettre en place un système de démocratie participative performant va induire une croissance et une compétitivité accrue dans le territoire que l'on peut mesurer à travers des indicateurs socio-économiques. Après, ça nous entraîne vers des modèles économétriques dont je ne veux pas ici débattre, mais vous voyez, méthodologiquement, je trouve qu'il faut se poser cette question-là, et c'est typiquement la question même de la gestion de projet, c'est-à-dire que lorsqu'on met en place des projets de développement, la question qu'on doit se poser, c'est en quoi est-ce qu'ils sont utiles et en quoi est-ce que cette utilité peut être mesurable territorialement. Après, je vous laisse le soin de rentrer peut-être dans le détail de ces différentes fonctions. Le cadre et la méthodologie sont bien posés. Alors peut-être en réaction, Stéphane ou Gwenola. Si vous voulez, je peux. Je voulais juste dire un truc par rapport au CRTE. En fait, le vrai apport du CRTE aujourd'hui, c'est peut-être la capacité de cet outil à prioriser ensemble, c'est-à-dire l'État et les collectivités, prioriser les investissements par rapport à un projet de territoire, par rapport notamment à sa plus-value, à sa haute valeur environnementale ou sociétale. Mais ça va dépendre de chaque territoire. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois partir vraiment du diagnostic du territoire et de ce que veut porter la collectivité. Le deuxième avantage des CRTE, je crois, c'est que ce n'est pas le CRTE en réalité, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas une accumulation de projets qui servent la transition écologique, c'est en fait une vision, une manière de passer au crible l'ensemble des projets d'un territoire, de passer au crible justement de la transition écologique et de s'assurer que ces projets-là sont bien conformes avec les objectifs de transition écologique qui sont notamment affichés au niveau national. Et c'est un peu la difficulté du truc, c'est-à-dire que ce n'est pas un agenda 21, un CRTE, ce n'est pas un projet dédié à la transition écologique. C'est une manière d'accorder ses violons sur le fait que tout ce qui doit être financé ou accompagné aujourd'hui dans les territoires ne doit pas desservir la transition écologique. C'est ce qui est écrit dans la circulaire, en tout cas. Et c'est un sujet très important. Et je pense que les territoires n'ont pas tous saisi ça.
Le CRTE, ce n'est pas une accumulation de projets pour la transition écologique, normalement, puisqu'à terme, il ne doit plus y avoir que 2 niveaux de contractualisation avec l'État, c'est ce qui est annoncé, les CPER et les CRTE. Il ne peut pas y avoir de la contractualisation que sur la transition écologique avec les territoires. Donc ça, c'est un sujet important, je crois. C'est une vision qui est très utile, hein. Je trouve qu'il est très utile d'amener là dans le débat, parce qu'on est vraiment sur la notion aussi de budget vert, où, comme vous le dites, on passe au crible finalement l'impact environnemental de chacune des mesures. Exactement. Et en cela, c'est un outil absolument formidable, et pour les services de l'État, et pour le dialogue avec les collectivités, entre les collectivités et les services de l'État, parce que malheureusement, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a tout un tas de priorités qui ne se parlent pas. Ça peut être, alors c'est très caricatural, mais la question de la végétalisation, de l'accès à l'espace de nature et la construction de logements, par exemple. Il y a un moment où ça devient trop compliqué, où il faut bien qu'il y ait un arbitrage de fait. Et ça ne peut pas être chaque service de l'État qui arbitre tout seul dans son coin. Il faut qu'il y ait un moment, un arbitrage et un dialogue sur l'ensemble du projet, l'ensemble des projets du territoire. Et donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le précédent intervenant sur le fait que ce qui doit être choisi doit dépendre des enjeux locaux. Donc, on ne peut pas dire est-ce qu'il faut aujourd'hui choisir le développement des ENR ou est-ce qu'il faut choisir la mobilité ou est-ce que chaque CRTE doit être ancré dans son territoire et donc les choix de financement doivent être dédiés à ce territoire-là. Et peut-être qu'à tel endroit, ce sera le développement des énergies renouvelables parce que c'est un vrai enjeu local, qu'il y a un gros gisement, que c'est pourvoyeur d'emplois, qu'on a peut-être un territoire qui consomme davantage d'énergie fossile et qu'il y a une grosse marge de progression. Peut-être que dans un autre, il ne faut surtout pas faire ça parce qu'on est saturé et qu'il faut arrêter absolument sous peine de se mettre à dos l'intégralité de la population, notamment sur les éoliennes, parce que ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais il y a bien de grandes causes nationales, tout de même. Oui, bien sûr, mais elles doivent être adaptées. Ces grandes causes nationales, elles ont un équilibre au niveau national. Cet équilibre, il doit être trouvé au niveau national. Il ne doit pas être plaqué sur chaque territoire au même niveau. Nous, par exemple, dans notre ville, notre enjeu, c'est clairement, on va avoir un enjeu de qualité de l'air très important. Et cet enjeu de qualité de l'air et peut-être de fluidité de la mobilité qui est en lien avec la création de la ZFE, mais qui est aussi en lien avec le fait qu'à 50 000 habitants sur 2 km², clairement, on n'a pas les moyens d'accueillir davantage d'automobiles. Et au contraire, si on doit mettre de la végétalisation et des imperméabiliser, on ne va pas raser des immeubles parce qu'on a besoin de logements, mais il va falloir manger sur l'espace dédié à la voiture. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour notre territoire, de faciliter la mobilité, d'améliorer la qualité de l'air et la végétalisation. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas forcément les énergies renouvelables, chez nous, dans notre territoire. Et voilà, et c'est pour ça, ce que je disais au tout début, c'est qu'il faut absolument partir des enjeux du territoire. Sinon, on risque de dépenser de l'argent avec une moins bonne valeur locale. C'est-à-dire qu'il faut croiser les enjeux locaux et les enjeux nationaux, mais il faut les croiser avec souplesse, de manière à ce que le projet corresponde bien au territoire et réponde bien à ces enjeux. Voilà. Différenciation. Oui, très bonne vision, effectivement. Je partage la fiche, j'irai même encore plus loin que cela. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la transition écologique, le spectacle qui nous est donné de la gestion de la crise sanitaire par l'État démontre, si tant est que ce soit encore nécessaire, de l'impératif absolu de décentralisation. Enfin, je veux dire, bien sûr. On est en train de s'asseoir là actuellement sur 40 ans de décentralisation, hein, et c'est absolument scandaleux. Enfin, je tiens à le dénoncer le plus vivement possible aujourd'hui. Et j'irai au-delà du fait que effectivement chaque territoire doit produire son propre diagnostic territorial. Vous parliez de marketing tout à l'heure, mais le marketing territorial, ça commence par un diagnostic territorial. C'est-à-dire, qui sommes-nous, quels sont nos acteurs en situation, leur temporalité à ces acteurs sont différentes. Je le disais à l'instant, les territoires dans lesquels ils agissent sont différents. Et donc, un territoire lui-même, c'est même lui-même une mosaïque d'acteurs et de projets. C'est même pas une collectivité qui doit s'adapter à un plan national. C'est un ensemble d'acteurs en mosaïque qui doivent composer pour traduire localement, à partir d'un diagnostic, un projet national. Donc, on est vraiment très, très loin de la vision très verticale aujourd'hui de la gestion des crises. Et d'ailleurs, les contrats que vous décrivez veulent reproduire une fois de plus cette vision verticale qui, à mon avis, est totalement dépassée, mais totalement dépassée aujourd'hui. Et il est grand temps de se rebeller. Alors, Franck, il faut bien un ensemblier tout de même. Comment ?
Il faut bien un ensemblier tout de même. Un ensemblier certainement, mais un ensemblier doit être stratégique, il ne doit pas être exécutif. Il doit donner une vision générale avec des enjeux généraux. Mais une fois de plus, la fin ne justifie pas les moyens. Ce sont les moyens qui déterminent la fin. Et donc les moyens, ils ne sont pas déterminés au niveau national. Les moyens, ils sont déterminés au niveau local en fonction des diagnostics de chacun de ces territoires et des mosaïques que constitue chacun de ces territoires en termes de temporalité, d'acteurs et de périmètre de projet. Donc, tant qu'on est sur une logique où la vision générale doit déterminer l'action locale, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est quelque chose que… vous savez, vous me parlez de marketing tout à l'heure. Vous savez, n'importe quel marchand de yaourt aujourd'hui dans le monde sait parfaitement qu'avant de mettre un yaourt sur un marché, il faut d'abord connaître ce marché, connaître ce que l'on est, faire un diagnostic précis. Visiblement, les services de l'État l'ont oublié. Bon, très bien. Donc, effectivement, réaliser une étude de marché avant de produire le yaourt. Je pense qu'on y pensera. Il n'y a pas que le marché, il y a aussi ce que l'on est, ce que l'on est capable de produire, de quoi on est constitué, et à partir de là, quelle action on peut conduire. Et non pas comment traduire au niveau local, comment traduire une vision nationale. C'est pas, enfin, je veux dire objectivement, tous ceux qui sont autour de la salle le savent. Alors, nos collègues sont très intéressés par votre vision, par votre approche. Alors, certains nous disent qu'un CRTE pourrait également être porté à l'échelle départementale, parce que le département également porte un enjeu en matière de transition écologique. Voilà, donc on peut voir effectivement que les visions varient en fonction de l'expérience, en fonction des positionnements des uns des autres, et c'est très intéressant. Alors peut-être Stéphane, en réaction par rapport aux propos de Franck et de Gwenella. Oui, bon, vous comprendrez que je ne me prononce pas sur la décentralisation et la position de l'État, même si à travers mes propos, vous comprendrez sans doute quel est mon avis sur le sujet. Je vais adopter un point de vue complémentaire et qui rejoint ce que mes deux collègues ont dit précédemment. Si je pars de mon hypothèse, qui est que la transition écologique, en fait, est avant tout une transition culturelle à mettre en place et à inventer, et donc que l'ensemble des domaines qui concernent le territoire où nos modes de vie va être impacté, je dirais que moi, ce qui me paraît important, c'est effectivement, non seulement de partir des enjeux spécifiques à chaque territoire, même si par ailleurs, évidemment, il peut y avoir une communauté d'enjeux, mais plus que ça aussi, se positionner prioritairement sur l'enjeu qui va permettre le plus facilement d'initier une dynamique collective autour de ces logiques de transition. Je sais que le terme de diagnostic revient très fréquemment, et dans tous les manuels ou tout ce que l'on enseigne sur les diagnostics territoriaux, on dit qu'il faut absolument que ce soit systémique, c'est toujours des situations complexes, etc. etc. En conclusion, des fois, ça nous donne des travaux sur les diagnostics qui n'en finissent pas et qui ne permettent même pas de définir des enjeux tellement ils veulent traiter de choses. Alors, de manière un petit peu provocatrice, je partirais du point de vue inverse et de dire si dans un territoire, parmi les enjeux qui sont identifiés, il y en a certains où le public concerné, la population, est plus sensible et est prêt à s'investir sur ce sujet, est prêt à monter en capacité sur ce sujet, est prêt à expérimenter des choses, c'est assurément cet enjeu-là qu'il faut traiter en priorité, puisque, et c'est mon hypothèse, on n'y coupera pas, tous les domaines d'action devront être considérés dans les années qui viennent. Et là, l'important, c'est bien de nouer des dynamiques pour se donner les moyens d'opérer la bifurcation écologique sur l'ensemble des domaines qu'il faudra traiter. Donc, c'est un point de vue très pragmatiste ou très pragmatique même, qui consiste à dire commençons par ce qui est pas forcément le plus facile à faire, mais commençons par ce qui va permettre de nouer des relations, de constituer un public, pour parler comme dit Wei, et de lancer une dynamique collective qui va permettre de penser une transition acceptable, acceptée, autant qu'efficace et permettant de déboucher sur les finalités qui ont déjà été mentionnées. Et si on regarde assez globalement ce qui se passe dans les territoires, il y a certains sujets aujourd'hui qui semblent particulièrement
apprécié pour cette dimension-là. Je pense en particulier à tout ce qui concerne les questions d'autonomie alimentaire, qui, quels que soient les territoires, des quartiers prioritaires politiques de la ville à des espaces beaucoup plus vastes, y compris des départements, semblent des leviers pour mettre des populations dans une logique de transition assez efficace, parce que ça permet de faire du débat public, parce que ça permet d'initier des dispositifs démocratiques, etc., etc. Voilà, donc c'est une réponse complémentaire, vous voyez, qui n'est pas très sur les grands enjeux énoncés par l'État, qui est au contraire d'initier des dynamiques locales qui permettent de rencontrer ces enjeux, mais en tenant compte des spécificités locales et en particulier de la capacité de la population à se lancer dans ces dynamiques de transition. Simplement, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que j'entends sur les territoires. Je veux citer un livre de Martin Vanier qui s'appelle « Domaine et territoire » que connaît bien Stéphane Cordobès, qui défend le territoire réticulaire et le territoire, en fin de compte, en réseau, c'est-à-dire que chaque doit faire l'objet d'une dimension territoriale spécifique. C'est ce que défend Martin Vanier à travers son livre. Et simplement, pour donner quelques commentaires. Avant cette matinale, on a interrogé quelques-uns de membres de la ATF. Et ça serait juste, je voulais reformuler quelques réflexions que j'ai eues et quelques verbatims que je peux citer. Tous, enfin, j'ai eu au téléphone, mon invité, en fin de compte, c'est gérer les vulnérabilités du territoire. C'est connaître son territoire pour prioriser les vulnérabilités. Et surtout, comment j'obtiens l'adhésion citoyenne aussi de ma politique locale en termes de transition écologique. Rappelons-nous les Gilets jaunes avec le slogan qui était « Fin du monde, fin du mois », adhérer la population à cette transition écologique, les vulnérabilités. Et beaucoup m'ont dit aussi, c'est important pour nous de connaître pour décider, c'est-à-dire d'avoir une grille de lecture qui nous paraît importante, de savoir ce qui n'est pas. On revient à ce que disait Franck Valeur-Hugo sur l'analyse en fin de compte de la valeur de l'action qui me paraît importante. Oui, tout cela se rejoint. Alors, je pense que les participants ont pu prendre connaissance des différents retours de terrain. Et effectivement, on a eu des visions extrêmement complémentaires et les choix en matière de transition écologique dépendent bien entendu de la dynamique participative, de la motivation des acteurs, de l'intérêt qu'ils peuvent porter à toutes ces démarches. Je pense qu'effectivement, comme Stéphane l'a souligné tout à l'heure, il est important de constituer, de faire un public. Alors peut-être pour prolonger les débats, je vous propose juste de réfléchir un petit peu sur la notion d'innovation en lien avec la transition écologique. C'est quoi l'innovation en matière de transition écologique? Est-ce qu'on innove dans la méthode? On innove dans les choix techniques? Alors j'ai bien compris que Franck ne se positionnerait pas en tant qu'ingénieur sur le sujet, mais néanmoins, effectivement, qu'est-ce que l'innovation en matière de transition écologique? Je peux peut-être commencer, si vous voulez bien, très rapidement. La question de l'innovation, pour moi, en matière de transition écologique, elle tient davantage aux moyens et aux modalités qu'on peut trouver pour mettre en œuvre et financer surtout cette transition écologique, parce que les modèles économiques, notamment, je reviens sur la végétalisation en zone dense, on l'a pas. On n'a pas ce modèle économique du financement des services rendus par la nature. Voilà. Je crois que, en tout cas, pour avoir pas mal échangé avec des collectivités sur ce sujet, il y a une vraie attente sur la manière dont on pourrait valoriser ces services écosystémiques. C'est vrai. Oui, donc une innovation qui tient également aux modalités de financement de la transition écologique, par exemple. Par exemple, les aménagements qu'on peut réaliser pour éviter notamment des inondations, par exemple, tout ce qui peut être la restauration des noues dans des villes ou justement la végétalisation, ça contribue à éviter des coûts. Et pour autant, ça en représente. On a des coûts, mais ce ne sont pas les mêmes qui payent, en fait, au bout du compte. Ceux qui évitent les coûts ne sont pas ceux qui bénéficient forcément des coûts évités. Et donc, c'est très bien, on travaille tous à une échelle nationale pour la collectivité générale, mais pour autant, c'est un facteur bloquant.
de l'action. Et à partir du moment où c'est un facteur bloquant, eh bien, je pense qu'il faudrait trouver des solutions pour financer ces actions-là. Et par exemple, on parle beaucoup de la réduction des budgets, enfin, de la non-inflation des budgets de fonctionnement des collectivités. Mais encore une fois, le végétal en ville, les aménagements de végétal, le coût principal, il n'est pas, en investissement, il est en fonctionnement. Et dans le cadre des contrats de Cahors, à la fois, bon, je parlais de mon petit territoire à moi, mais nous, on a mis en place une politique très volontariste en faveur du retour de la nature en ville, et c'est une politique qui a un coût en fonctionnement important. Et pour autant, ce coût de fonctionnement n'est pas sa valeur ajoutée en matière de transition écologique n'est pas exclue des règles des contraintes liées au contrat de Cahors, par exemple. Est-ce que tout ce qui porte sur la transition écologique, toutes les actions qui sont mises en œuvre en matière de transition écologique ne mériteraient pas aussi pour les collectivités d'être traitées financièrement de manière différente que le reste des actions. Alors après, toutes les actions des collectivités ont une priorité. Évidemment, les actions en matière d'éducation, d'école, c'est aussi une priorité. Bon, là, on parle de transition écologique, donc moi, je fais valoir ce point de vue-là. Bien entendu que tous les sujets pourraient aussi avoir un point de vue voilà, de priorisation. Mais si aujourd'hui, c'est une priorité nationale, si cette transition écologique est vraiment une priorité nationale, il va peut-être qu'il faut avoir un traitement différencié des actions. Mettons-y les moyens. Au-delà du simple mettons les moyens financement, avec les mots. Voilà, mettons les moyens avec les mots. Les moyens et les mots. Très bien. Au-delà du financement, des simples investissements. Exactement. Peut-être Stéphane ou Franck sur une vision complémentaire de l'innovation en matière de transition écologique. Je veux bien me lancer. Je vous avouerai que je ne suis pas très à l'aise avec le terme. Dit autrement, je ne suis pas très à l'aise avec l'idéologie de l'innovation portée en particulier par les acteurs qui promeuvent des solutions intelligentes, numériques, etc., et qui captent un peu cette question d'innovation au service finalement d'un marché émergent. Bon, je ne sais pas si Franck sera d'accord avec ma vision, mais en tout cas, donc je ne suis pas contre. Je dis simplement que la transition écologique ne dépend pas et de loin que de ces solutions techniques et que être innovant dans un territoire pour initier, pour mettre en œuvre des modes de transition ne relève pas que de ce type d'innovation. Je donne un contre-exemple. Il me semble que les questions, alors c'est un autre champ d'innovation, que les questions d'usage, par exemple que les solutions que l'on va trouver dans des modes de faire autochtones qui ont été délaissés par la modernité peuvent être tout aussi intéressants en termes de transition écologique que des solutions dites très innovantes et plutôt portées par des technophiles. Donc, je suis à la fois, l'humanité n'a cessé d'innover et effectivement, pour rentrer en transition écologique, il va falloir innover, changer ses représentations, changer ses cadres d'analyse, changer ses cadres d'action, c'est certain. Mais en même temps, je ne voudrais pas que en tout cas, je me méfie du culte de l'innovation qui ne comprend pas forcément ces dimensions-là et qui rabat l'innovation sur des marchés ou certaines solutions qu'on nous propose clés en main. Simplement, Oui, une grille de lecture peut-être un peu différente de ce que disait Nicolas Rabier. Je veux simplement parler du co-bénéfice des actions, en fait. Gwenola Rabier parlait en fait d'une nouvelle approche. Si on prend l'approche co-bénéfice biodiversité en ville, on a plein de co-bénéfices autour du traitement de l'eau, puisqu'on va rendre des zones les plus on va perméabiliser avoir un co-bénéfice au niveau du traitement d'îlots de chaleur, avoir des bénéfices au niveau de la qualité de vie. Donc, se rendre par notre objectif, si on a une lecture un peu différente, des sensibilités différentes. Et j'ai une question qui paraît importante, là, qui remonte dans nos questions-réponses. C'est les conventions citoyennes pour le climat. On nous demande, en fin de compte, c'est un modèle très intéressant, si la méthode est bien tenue et qui peut donner des résultats concrets. Qu'est-ce que vous en pensez donc, de mettre ces conventions au niveau local? Quel est l'avis de l'élu, mettons Gwenola Rabier, sur ce sujet?
Je ne suis pas sûre. Et quelle convention? Il Créer y a des des débats citoyens, conventions, c'est ça? des débats citoyens, voilà, Ben, dans votre collectivité. Alors, nous, en fait, on a déjà, enfin, ça, on n'a pas inventé le truc du tout, bien sûr, mais on a rénové notre démocratie participative il y a 3 ans déjà, et on a une dynamique qui est assez vive sur des comités de quartier qui sont des gens qui se sont portés volontaires pour intégrer voilà, des petites instances, des petits parlements de quartier. Et alors, c'est tout à fait classique, mais ça fonctionne très bien et on les fait réfléchir sur différents sujets, on leur suggère, et puis par ailleurs, eux nous proposent également des sujets. C'est pas évident parce que chaque habitant, chaque citoyen est aussi intéressé par son propre environnement immédiat. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à les extraire de juste leur pas de porte et à réfléchir sur des sujets qui sont un peu plus macro, même si c'est juste à l'échelle de leur commune. C'est ultra intéressant parce que ça permet aussi de monter en connaissance de la population, des gens qui peut-être n'ont pas accès à ces informations-là sans cette action-là. Et ça permet aussi de partager les contraintes et d'expliquer aux habitants qu'en fait, c'est pas si simple que ça d'installer un banc à tel endroit ou de mettre un luminaire à tel endroit, qu'il y a plein d'autres, il y a des trucs à prendre en considération, que ça a un coût, qu'il faut faire des choix. C'est assez intéressant parce que ça permet le dialogue. Je ne sais pas si mettre en place des conventions citoyennes pour le climat localement, bon, ça peut être une manière de faire. Nous, on a préféré aborder le sujet par l'intermédiaire de nos comités de quartier en leur laissant une grande marge de manœuvre sur les budgets participatifs qu'on avait lancés il y a 3 ans. On avait lancé ces budgets participatifs dans la ville et on a eu presque 500 projets qui ont été déposés et on a demandé au comité de quartier de recevoir les porteurs de projets et de faire un choix, de choisir une soixantaine de projets qui leur plaisaient le plus en ayant ce dialogue avec les porteurs de projets. Nous, on a préféré rester dans le local un peu et faire réfléchir les habitants sur l'avenir de leur ville. Et c'est vrai que la Convention citoyenne pour le climat, c'est beaucoup plus macro. Alors, peut-être que ça peut être intéressant, mais l'accroche locale, elle est quand même, c'est notre rôle, nous, en tant qu'élus locaux, de nous intéresser à notre territoire. C'est pas forcément notre rôle de faire que du macro, quoi. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en fait. Tout à fait, je vais répondre. Si je peux compléter, Philippe. Allô, vous m'entendez? Alors, je voudrais juste compléter et aller dans le même sens. J'aimerais attirer votre attention sur un élément déterminant de la Convention citoyenne, en tout cas un des enseignements qu'on peut en tirer, c'est que la possibilité d'organiser ce type de débat, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local, ça ne peut pas se faire de manière spontanée. C'est-à-dire que, contrairement, c'est un des gros défauts de la participation citoyenne, c'est qu'on s'est dit, il suffit d'inviter les gens, ils vont venir, ils vont parler, puis c'est forcément intelligent. Non, ce n'est pas forcément intelligent. Oui, mais c'est pas mal de le rappeler quand même. C'est-à-dire qu'un territoire qui voudrait se lancer dans une approche plus démocratique, que ce soit à travers des conventions citoyennes, de la participation, etc., il faut bien comprendre que, et je rejoins ce que disait Franck aussi tout à l'heure sur ce sujet, il faut bien comprendre que ces débats sont des débats extrêmement complexes. Parler du changement climatique, en particulier de ses incidences au niveau local, ce n'est pas simplement une conversation dans un café. Ça nécessite de mobiliser des savoirs, ça nécessite souvent de créer une langue commune. Autrement dit, avant même d'avoir ce débat, ça nécessite de créer les conditions de ce débat. Et de ce point de vue-là, la possibilité de mobiliser les savoirs, donc de rentrer dans une approche quasi éducative avant de pouvoir débattre est fondamentale. Un des points forts, il me semble, de la Convention citoyenne qui a été menée, c'est peut-être pas les conséquences politiques mais c'est de montrer que pour que des gens qui ont des avis très divers et des origines très diverses puissent discuter ensemble, il y a forcément un moment préparatoire, un moment de formation. Et moi, j'aime bien, je me plais de plus en plus à imaginer, par exemple, des démarches de prospective de transition qui s'accompagnent de dispositifs d'éducation populaire, de manière à renseigner le débat et à faire en sorte que les citoyens, le public qui va
qui va œuvrer à ces réflexions, en même temps soit formé et bénéficie des meilleures connaissances sur le sujet pour pouvoir mener ces débats. Je pense que c'est absolument fondamental par rapport aux enjeux de transition qui sont les nôtres. Juste en complément de ce que vient de dire Stéphane et Gwenola, je pense que cela signe pour moi l'arrêt de mort des référendums, qui finalement sont des moyens localement de répondre par oui ou par non à des questions soit extrêmement complexes et dont effectivement la symétrie d'information entre les gens qui vont voter et la complexité de la question ne permet pas de répondre oui ou non à la question, soit des questions qui relèvent de l'intérêt général et auxquelles les gens vont répondre à partir de leur propre intérêt particulier. Une fois de plus, la somme des intérêts particuliers n'a jamais constitué l'intérêt général. Donc je pense que je vais même jusqu'à remettre en question le principe même des référendums locaux, y compris des référendums consultatifs, qui ne me semblent pas du tout adaptés à ce genre de situation. Mais effectivement, c'est tellement plus facile de faire un référendum que de mettre en place un système d'information, de formation, de régulation par la puissance publique, de la connaissance et d'éducation. Merci pour ces visions très, très complémentaires. Et en matière d'innovation, Franck, l'innovation en matière de transition écologique, c'est quoi pour vous? En matière d'innovation, alors c'est intéressant parce qu'on est en train de, avec un de nos partenaires qui est un cabinet de conseil que je ne citerai pas, nous sommes en train de sortir, d'élaborer un baromètre de l'innovation territoriale et qui s'intéresse à tout type de sujets, aussi bien sur le numérique que sur le social, que sur la question de la gouvernance politique, de l'administration, etc. Moi, je voudrais juste 2 points là-dessus. Le premier, c'est que je suis absolument d'accord avec ce que disait Stéphane Corbès tout à l'heure sur le fait que des solutions dites innovantes ne le sont pas nécessairement. Ce sont souvent des solutions de correction, en fait, de problèmes qui ont été créés par un manque d'intelligence préalable. Si je reviens sur la question des transports, avant de mettre en place des régulateurs de smart ou numérique des transports dans la ville, commençons par réfléchir à produire la ville par un urbanisme intelligent qui évitera d'avoir à la réparer ensuite par des dispositifs complexes et qui vont faire effectivement le jeu d'un certain nombre de marchés qui nous échappent, de marchés de traitement des données numériques qui nous échappent complètement actuellement en Europe et aux collectivités locales et aux entreprises européennes d'ailleurs. C'est un vrai problème à la fois de redistribution de la valeur et de démocratie de régulation de la valeur. Et puis, plus, je dirais en amont, une innovation, pourquoi faire? C'est-à-dire que si on n'est pas capable de mesurer l'impact de ces innovations en matière de croissance, en matière d'utilité économique des ménages, en matière d'amélioration des modèles économiques des entreprises, en matière de dynamique des territoires, au regard, je le disais tout à l'heure, de l'emploi, de la démographie, du chômage et des investissements, si on n'est pas capable de mesurer, alors c'est compliqué, je vous l'accorde, ce sont des modélisations statistiques assez complexes, mais qui commencent déjà à donner des résultats. Il faut, à mon avis, investir dans cette recherche-là pour savoir à quoi servent ces innovations et comment elles se mesurent localement en termes de création de valeur. Donc, les innovations technologiques ne sont pas nécessairement la réponse. Deuxièmement, si on va vers ces innovations-là, est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact en termes de création de valeur? Et ça ne permet pas, ça n'appelle pas une réponse élémentaire ou basique telle que celle qu'on nous propose aujourd'hui, qui sont un petit peu déterministes. Enfin, il faut le faire parce qu'on est sûr que ça va produire de la valeur. Moi, j'en sais rien. Personnellement, j'entends la mesurer avant de le dire. Oui, c'est intéressant, la perception de l'innovation qui compense finalement quelque chose que l'on n'aurait pas pris en compte en amont, la conception du produit ou en amont de l'aménagement, d'une opération d'aménagement. C'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis également la notion de mesure de la valeur, l'impact et de l'utilité finalement pour les ménages. Et alors à cet égard, on peut certainement se poser une question sur le lien entre la transition écologique et la notion de justice sociale. Comment la transition écologique permet-elle de concourir à une égalité des chances? Comment, quelque part, combiner des objectifs qui pourraient être potentiellement divergents?
Voilà, je parle des objectifs de transition écologique et puis par ailleurs de cohésion, d'une meilleure cohésion sociale et puis d'accompagnement des populations les plus fragiles. Peut-être Gwenola sur le sujet. Je ne sais pas si à la ville de Montrouge, vous avez cette réflexion sur la combinaison de plusieurs politiques publiques. Ben, alors, je vais rester sur mon sujet, mais c'est vrai que la ville de Montrouge, elle met en place des dispositifs de solidarité depuis assez nombreuses années. On a mis en place d'ailleurs un plan de solidarité exceptionnel en lien avec la crise du Covid. Mais ce sont des actions ponctuelles, on espère ponctuelles d'ailleurs, qu'elles n'auront pas besoin d'être toutes pérennisées. Après, sur la question encore qui est notre sujet central de transition écologique à Montrouge, encore une fois, c'est la question de la réappropriation par la population des espaces publics. Une des premières choses que le maire a fait quand il est arrivé, c'est de réouvrir l'accès à des espaces publics qui étaient, on va dire, pas privatisés, mais parce que ce n'était pas du tout réservé à une certaine catégorie de population, mais qui étaient fermés et ouverts, mais de manière plus épisodique. Donc, on a enlevé les barrières autour des parcs, de la plupart des parcs, et on essaye justement de faire en sorte que ces espaces-là soient les plus agréables possibles, en sachant que nous, comme je vous disais tout à l'heure, les espaces publics sont très limités, mais le maire a l'habitude de dire que les espaces publics, c'est l'espace que les gens qui n'ont pas d'espace possèdent. C'est le seul espace qu'ils possèdent. Et donc, voilà, à cette échelle-là, une de nos actions un peu phares, c'est justement de réouvrir cet accès à l'espace public et de le rendre le plus agréable possible, de manière à permettre à des gens qui n'ont pas un cadre de vie personnel aisé, agréable ou même suffisamment grand pour satisfaire à leurs besoins, de pouvoir souffler. Et c'est aussi tout l'enjeu d'ailleurs de la lutte contre les îlots de chaleur, de faciliter le retour de la biodiversité en ville. Tout ça, c'est effectivement pour que la qualité de vie soit la meilleure possible dans tous les espaces qui sont accessibles à tout le monde. C'est un petit exemple. J'en profite pour vous donner quelques remarques de nos spectateurs en fait, qui parlent de la constitution de la ville. Et ça revient à ce que disait Franck Valeur-Hugo sur la partie réfléchir à un urbanisme durable en priorité, en amont de tous les projets. Et voir, c'est l'anthropocène, c'est de voir quel impact de voir cet urbanisme sur la vie des gens. Et que ce n'est pas assez pris en compte dans les règles d'urbanisme, les règles de constructibilité qui doivent être revues en fin de compte en tenant compte beaucoup de transition écologique. Voilà, c'est une remarque de spectateurs. Oui, je vais bien tenter de répondre à votre question. En fait, j'aurais trois. Excusez-moi, elle est compliquée cette question. En fait, il y a évidemment, puisque quand on parle de transition écologique ou quand on parle d'anthropocène, il est question d'expertise, mais il est aussi et presque autant question d'engagement. C'est-à-dire qu'il est très compliqué de rester dans une posture objective, à distance, puisque nous sommes tous concernés et puis on sent bien que les enjeux sont tels qu'on est obligé d'aller au-delà. Alors, première remarque est quasiment une remarque éthique, bien évidemment. Il n'y aura pas de transition écologique si cette transition écologique n'embarque pas tout le monde. Je crois que je pense que c'est une position de principe, mais ça ne fait pas de mal de la rappeler de temps en temps, voire régulièrement. Et puis, à côté de cette posture ou de cette position éthique, la contradiction, c'est de dire qu'aujourd'hui, la manière dont est menée la transition écologique ou la manière dont les transformations auxquelles on assiste se déroulent montrent que, à contrario, tout ce qui se passe va vers un renforcement des inégalités et globalement,
plus les populations sont fragiles et pauvres, et je ne parle pas qu'à l'échelle nationale, je parle à l'échelle mondiale, et plus ces populations risquent d'être des victimes du changement climatique ou du changement global, si on veut élargir le point de vue. Donc, je dirais, entre la posture éthique, d'une part, on est persuadé qu'il faut que tout le monde soit embarqué, et le constat que tout ce qui est en train de se passer aggrave les inégalités et la vulnérabilité des publics déjà les plus fragiles. On sent bien qu'il y a une tension majeure. Et puis maintenant, peut-être pour donner de l'espoir, ou en tout cas pour illustrer, moi je suis très intéressé et très, comment dire, surpris, excusez-moi le terme, emballé, mais il est un peu tôt pour être fluide en parole pour moi, par les travaux qui peuvent se mener, que ce soit dans les quartiers politiques de la ville ou voire dans les bidonvilles. C'est-à-dire que la capacité à trouver des solutions de résilience, à inventer des solutions pour améliorer à la fois la vie des habitants et trouver des solutions qui sont plus durables, n'est pas l'apanage des populations riches et des villes ou des territoires les mieux dotés. Quand on s'intéresse, alors là c'est moi qui vais revenir, mais aux questions d'innovation frugale par exemple, et à la manière dont dans les bidonvilles ou dans des pays très pauvres s'inventent des solutions extrêmement intéressantes en termes d'habitat et en termes de qualité de vie dans des milieux, dans des situations où il y a très peu de moyens, sont très intéressantes et peuvent être très intéressantes pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on peut aussi inventer, mettre en place des dynamiques de transition écologique dans des territoires qui sont extrêmement fragiles, à condition de considérer que les populations qui habitent ces territoires sont aussi compétents, ont autant évidemment de droits, mais ont autant de capacités aussi à penser cet avenir et cette transition. Voilà, c'est très moralisateur ou très moral comme posture, mais allez, je l'assume pour un jeudi matin à 10h moins 5. Peut-être juste pour faire le lien de ce que vous venez de dire sur la contradiction entre la nécessité partagée par tous et puis l'absence finalement de résultats ou de la difficulté de mise en œuvre en faveur des populations les plus en difficulté. Si l'on ramène ça à l'échelle de la ville, je veux juste vous livrer un résultat que nous avons obtenu à travers nos travaux économétriques qui montrent que finalement sur l'ensemble des villes françaises, sur l'ensemble des aires urbaines, on l'avait fait sur les aires urbaines jusqu'en 2016, l'une des variables les plus déterminantes en termes de croissance dans les territoires, c'est la question des inactifs. C'est-à-dire la présence dans les territoires d'inactifs, alors les inactifs qui sont, on va dire, les gens qui sont en dehors de la sphère productive ou qui sont exclus de la sphère productive du fait de leur qualification, de leur absence de qualification, de leur situation sociale en difficulté. Eh bien, l'existence même de ces populations hors de la sphère productive est une variable très contre-productive, très contre-motrice en matière de dynamique urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question sociale, au-delà de la question de la transition écologique, au service de l'égalité sociale, c'est-à-dire que la question sociale n'est pas une question uniquement de réparation par des politiques sociales menées par des départements, puisqu'ils en ont la compétence majeure, mais c'est une question de développement économique, c'est-à-dire agir sur la remise en situation de production de valeur économico-sociale des populations qui en sont exclues, n'est pas un acte de correction, mais c'est un acte de positif de production de valeur dans les territoires. Et ça, il faut absolument que celles et ceux qui sont aux commandes en aient conscience, parce que de ce fait, ça devient beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moteur d'agir sur ces sujets-là que simplement une logique de réparation et de justice sociale. Ce n'est pas de la justice sociale, c'est de la dynamique économique, en fait. Voilà. Si je me permets juste de compléter, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est très difficile de ne pas être d'accord d'ailleurs, puisque effectivement les chiffres prouvent cela. Et j'ajouterais que si vous acceptez l'idée, je pense à une expérience menée par Bernard Stiegler en Seine-Saint-Denis, par exemple, sur les questions d'économie contributive. Si
en plus, on s'intéresse à la manière dont ces populations sont capables de créer de la valeur avec leurs ressources, alors ça devient, alors je partage complètement. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la valeur qui se crée dans ces endroits-là. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne la voit pas forcément et on ne la favorise pas forcément. Si je peux juste rajouter un tout petit truc, c'est aussi pour ça qu'il faut absolument partir des projets du territoire, parce que ceux qui connaissent le mieux leur territoire, c'est ceux qui y sont au quotidien, et en particulier les élus locaux dont l'objectif même, c'est d'améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens dans leur propre territoire. Donc c'est sûr qu'en partant de ces experts de leur propre territoire, on arrive à mettre en place des projets qui sont évidemment qui vont d'abord bénéficier au territoire, et c'est d'abord ça qu'il faut rechercher, je crois. J'ai une question qui émane de nos spectateurs qui demandent si au niveau de l'ATF, y a-t-il des groupes de travail transition écologique des territoires pour répondre aux différentes, pour compléter en fin de compte ce qui se passe ce matin? Nadège, vous avez une réponse? Bien justement, voilà une réponse, parce que l'idée, c'est effectivement de pouvoir peut-être approfondir tous ces aspects-là que l'on a vus aujourd'hui, et je remercie chacun des intervenants pour les apports qui ont été extrêmement utiles sur les différentes dimensions. On est parti finalement d'un objet très très concret qui était celui du CRTE, et puis on est arrivé à d'autres dimensions et on voit qu'il est compliqué d'aller discriminer la dimension sociale de la dimension économique, de la dimension environnementale, et que quelque part tous ces enjeux-là sont extrêmement liés et progressent de pair. Voilà, donc oui, l'idée, c'est, Philippe, c'est effectivement de balayer chacun des aspects de la transition écologique, peut-être de rentrer davantage dans les détails, s'agissant de questionnements qu'on se pose sur l'éolien, qui a tendance un petit peu à envahir nos paysages, également sur l'énergie solaire, sur la méthanisation, sur l'enjeu de l'hydrogène, qui quelque part a une place importante dans le plan national de relance. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir, à travers ces ateliers, se focaliser par la suite sur une thématique donnée, et de pouvoir en débattre, de pouvoir échanger avec des acteurs spécialisés. Je pense également à l'enjeu de résorption des îlots de chaleur dont Gwenola a parlé, et qui est très prégnant, notamment pour les villes très denses. Mais on pourra comme ça, effectivement, passer en revue les différents aspects. Alors, je vois également que l'un de nos participants nous conseille une étude à paraître, si Philippe peut nous en dire deux mots. Je crois que le message vient de tomber, mais je n'ai pas eu le temps de le lire en l'occurrence. Je le prends tout de suite, je le rattrape. Voilà, alors, et je pense qu'il serait intéressant que chacun, les experts du jour, alors les experts du jour, Gwenola, Franck et Stéphane, puissent nous donner en fin d'atelier, donc d'une part, quelques conseils de lecture, parce que je pense qu'on a de quoi nourrir une petite bibliographie, soit avec vos ouvrages respectifs, mais également avec ceux que vous avez pu citer dans vos propos. Donc, on vous donnera une petite bibliographie propre à la transition écologique, et puis certainement également quelques références à des travaux que vous auriez conduits ou qui seraient particulièrement d'actualité et utiles pour notre quotidien. Donc voilà ce qu'on peut proposer. Alors peut-être effectivement des dernières paroles d'acteurs, Philippe, sur ce qui tombe sur le fil. Je vois que les échanges sont extrêmement vifs et variés. Tout à fait, tout à fait. On a une étude dont vous parliez, Nadège, c'est l'étude sur le financement de la transition écologique dans les collectivités qui a été conduite par un groupe d'élèves administrateurs de la promo Abbé Pierre. Donc, mais j'ai cité Martin Vanier aussi, avec son livre Demain les territoires. On fera une biblio pour toutes les personnes intéressées pour avoir plus d'éléments là-dessus, et je me rapprocherai de nos intervenants pour avoir des sources aussi complémentaires. Alors, concernant la matinale de ce matin, on va la retrouver sur le site internet de l'ATF, où on va extraire en fait les 10 points fondamentaux de cette matinale, pour que vous puissiez avoir une lecture rapide, en fin de compte, des grandes lignes de ce qui s'est dit aujourd'hui, sans tomber dans le compte-rendu immense. On va essayer de faire quelque chose de rapide et de condenser sur cette matinale. Voilà, mais écoutez, il nous reste, je pense, à remercier encore vivement, chaleureusement chacun de nos intervenants, dont Gwenola Rabier de la ville de Montrouge, adjointe au maire, Stéphane Cordebès donc de l'ANCT, mais surtout chercheur associé à l'école urbaine de Lyon, et puis Franck Valur-Hugo, ingénieur, mais surtout professeur à l'ESSEC,
et puis donc direction, qui investit dans la chaire d'économie urbaine. Voilà, merci à tous les trois. Merci également aux participants, aux auditeurs qui nous ont également nourris de différentes questions tout au fil de cet atelier. Et puis rendez-vous au la prochaine échéance. On ne manquera pas de vous communiquer très vite. Merci à Merci vous. à tous. Merci, au revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Au revoir.